Alors, pour vous parler de ce qu'est le nudge, déjà, si je voulais traduire en français le nudge, je le traduirais par coup de pouce. Et le nudge, c'est un coup de pouce qui va être utilisé pour changer les comportements. Alors, avant tout, le nudge, c'est d'abord une science. Et j'ai beaucoup de chance aujourd'hui, mais je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec la chance. C'est surtout la capacité des organisateurs à avoir mis les différents speakers dans cet ordre-là, puisque, en fait, vous avez vu toute l'influence des couleurs, des odeurs, du goût qui pouvaient exister, toutes les sciences cognitives, on vous en a parlé, eh bien c'est quelque chose dont se sont emparés les économistes il y a maintenant une cinquantaine d'années pour essayer de voir comment on pouvait mieux comprendre les décisions des agents économiques. Et ça a valu un premier prix Nobel à Daniel Kahneman en 2002, quand il a démontré la manière dont beaucoup d'éléments venaient influencer nos décisions de manière totalement irrationnelle. Et ça a donné un deuxième prix Nobel, parce qu'une fois qu'on a bien compris tout ça au niveau des goûts, des couleurs, des odeurs, du son, une fois qu'on a compris que ça influençait les décisions, comment on peut utiliser toute cette science pour la mettre en action, essentiellement d'abord dans les politiques publiques. Ça, c'est ce qui a donné lieu à un deuxième prix Nobel par Richard Thaler, qui est le père fondateur du concept de nudge, qui a été récompensé l'année dernière par le prix Nobel d'économie. Alors, le nudge, ça s'est très vite diffusé sur des problématiques de politique publique. Et puis, bien évidemment, après, ça s'est diffusé dans les entreprises. Vous avez derrière moi Indra Nooyi, qui est CEO de PepsiCo, et qui dit « Nous avons beaucoup appris du livre Nudge de Thaler et Sunstein ». Alors, qu'est-ce que c'est que le nudge ? On aime bien commencer par présenter un petit exemple qui est très connu dans les gens qui utilisent le nudge, c'est cette mouche. Peut-être l'avez-vous déjà croisée. C'est une mouche, ou plutôt un autocollant de mouche, qui va être collé au fond de l'urinoir des hommes. Quel est l'intérêt de coller une mouche au fond de l'urinoir des hommes ? Merci beaucoup. Et effectivement, les hommes vont viser la mouche. Il y a plusieurs versions. Ce sont de grands chasseurs, ce sont de grands enfants. On le prend comme on veut, mais le résultat, c'est qu'en visant la mouche, qu'est-ce qu'ils ne font pas ? Ils ne visent pas à côté. Et ça rend les toilettes plus propres. Alors, c'est un exemple de nudge très connu. Il a deux vertus. La première, c'est, et je pense que vous vous en souviendrez, il est mémorable. Et la deuxième, il traduit exactement ce qu'est le concept de nudge. La mouche que vous avez là au fond de l'urinoir, elle ne vous demande pas de rendre les toilettes aussi propres que vous aimeriez les trouver en entrant. Ça, c'est de l'information, c'est de la communication, c'est utile, il faut le faire, ça éduque les gens, mais ce n'est pas toujours suffisant pour changer les comportements. La mouche, elle ne vous dit rien, mais elle vous fait changer de comportement. Et c'est ça tout l'esprit du nudge, c'est comment je peux faire changer les comportements, pourquoi pas en oubliant volontairement, de persuader les gens. L'objectif du nudge, ce n'est pas de changer l'opinion et de changer les attitudes des gens, c'est de changer leur comportement, parfois de manière directe, parfois évidemment en s'appuyant sur les attitudes et les opinions. Là, vous avez un exemple peut-être un petit peu plus sérieux quand même, où vous avez derrière moi le Chicago Lakeshore Drive, avec un beau virage en bas de l'écran. Et quand les automobilistes arrivent sur ce beau virage, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent le lac, parce que la vue est magnifique, ils regardent les buildings, bref, ils regardent tout sauf la route. Le résultat, c'est que c'est la zone la plus accidentogène de Chicago. Qu'est-ce qui a été fait ici ? Vous le voyez derrière moi sur ce virage, ils ont peint des bandes blanches au sol. Est-ce que vous voyez comment elles sont peintes, ces bandes blanches ? Petit à petit, elles sont de plus en plus proches. Ce qui fait que quand j'arrive à vitesse constante, dans ma vision périphérique, parce que je regarde le lac, je ne regarde pas la route. Donc, dans ce qui se passe autour de moi, je vois des bandes blanches arriver de plus en plus vite. Ça envoie à mon cerveau le signal « tu roules de plus en plus vite », donc je lève le pied. Et le résultat, c'est que j'ai 36% d'accidents de la route en moins sur cette portion de route. Alors, encore une fois, vous voyez bien que les bandes blanches, elles ne vous demandent pas de ralentir, ce qui n'empêche pas, si vous regardez bien sur le dessin, d'avoir marqué « slow down », 25 miles à l'heure. On est effectivement dans des logiques où on va combiner de l'information avec un petit coup de pouce qui va faire le dernier mètre pour passer à l'action.
Si je m'intéresse à des logiques, par exemple ici, de développement durable, qui peuvent intéresser un certain nombre de collectivités, voici une expérience. On a tout à l'heure eu le logo le sonore de la SNCF. Vous avez ici un pilier de la SNCF qui a été réhabillé avec des arbres, avec un fond d'arbres. Et à côté de ça, vous avez une poubelle normale et vous avez une poubelle de tri. Que je mette un fond d'arbre sur un pilier en béton ne devrait absolument pas changer le comportement des gens dans la manière de faire le tri. Mais vous me voyez venir, et avec tout ce que vous ont raconté les intervenants d'avant, vous avez compris que ça va changer les choses, puisque effectivement, vous allez avoir une quantité de tri qui va être augmentée de 11%, et vous allez avoir une qualité du tri qui va être augmentée de 6%, parce que cet environnement va suggérer la nature et va inciter les individus à trier plus. Si je passe sur le volet non plus citoyen ou consommateur, mais que je passe sur un volet managérial. Dans un hôpital, un des gros fléaux, ce sont les infections nosocomiales. C'est quoi une infection nosocomiale? Ce sont des microbes qui se baladent, et très souvent, qui se baladent à l'intérieur de l'hôpital. Et pour lutter contre ces infections nosocomiales, qui font des morts à l'hôpital chaque année, le meilleur moyen, c'est de se laver les mains. Donc, un des endroits où les infections nosocomiales sont le plus véhiculées, c'est l'unité de soins intensifs. Dans cette unité de soins intensifs, on a dit à tout le personnel médical, surtout quand vous rentrez dans l'unité de soins intensifs, vous vous lavez les mains, ça fera moins de morts à l'hôpital. Normalement, je suis un personnel médical, je suis un médecin, je suis un infirmier, une infirmière. J'ai plutôt conscience du fait qu'il vaudrait que je me lave les mains pour continuer à sauver des vies, ce que je fais très bien dans le bloc opératoire. À votre avis, quel est le pourcentage du personnel médical qui se lave les mains avant de franchir la porte que vous voyez ici du bloc médical? 50, 20, 80, on est en dessous de 20, on est à 15%. Ce n'est pas la salle d'opération, hein. Pourquoi? Pour des raisons très simples. J'ai 15 patients à voir en 10 minutes. Je n'ai pas le temps, j'ai plein d'autres choses à faire. Je suis focusé sur plein d'autres objectifs que celui de me laver les mains, alors que moi, médecin, je sais que c'est fondamental et que ça peut éviter de faire des morts. Qu'est-ce qui a été fait ici? Il y a plusieurs idées qui ont été testées, et une des idées qui a été testée et qui a très bien marché, c'est une odeur de citron. Si vous mettez une odeur de citron dans le couloir qui mène aux soins intensifs, le citron, ça veut dire quoi? Propreté. Vous avez du citron dans le couloir intensif, en odeur, ça vous ancre une logique de propreté dans la tête, et tout d'un coup, vous êtes 47% à vous laver les mains. Alors, le nudge, si je veux résumer un petit peu, c'est quoi? C'est comment je vais créer un environnement, un contexte de choix, qui va favoriser l'adoption d'un comportement souhaité, sans le contraindre, puisque le nudge, ce n'est pas la loi et ça n'a pas la force de l'obligation, et j'insiste, pour aider les gens à atteindre leurs propres objectifs, puisqu'on est dans une logique qui peut très rapidement être taxée de manipulatoire. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi aux gens. L'objectif ici est bien d'aider les gens, aider les médecins à se laver les mains avant de rentrer dans l'unité de soins intensifs. On aide les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire, et de toute façon, si quelqu'un n'a pas du tout envie de faire quelque chose, ce n'est pas une odeur de citron qui va changer la manière dont il va agir. L'intervenante tout à l'heure disait « vous avez beau vous habiller en rouge, ça peut vous aider à faire une petite différence, ça ne vous fera pas battre Rafael Nadal ». Le nudge, c'est pareil, ça peut créer des petites différences, mais ça ne fera pas faire des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire. Pour créer cet environnement de choix, le nudge va s'appuyer sur l'économie comportementale, qui est une science qui étudie la manière dont les êtres humains prennent leurs décisions. Et cette science, elle nous apprend plein de choses, dont la première, c'est ce que dit Daniel Kahneman, celui que je vous ai montré tout à l'heure, prix Nobel d'économie 2002, qui nous dit « on prend énormément de décisions avec notre système 1 ». Alors, c'est quoi le système 1? C'est le fast thinking. En gros, c'est un mode automatique, c'est l'autopilote. Quand vous traversez la route, vous êtes en mode autopilote. Il y a plein de décisions que vous prenez dans la journée qui sont en mode autopilote, sur lesquelles vous n'allez pas réfléchir, vous n'allez pas peser le pour et le contre pendant un certain nombre de temps. Si je vous demande 2 plus 2, vous allez me répondre de manière automatique 4. Voilà. Ce système 1, il va s'opposer au système 2, qui lui va être beaucoup plus lourd et beaucoup plus réfléchi. Si je vous demande par exemple 25 x 37, normalement vous allez y arriver.
ça va vous demander un petit peu de temps, j'ai confiance en vous, et vous finirez par trouver le résultat. Un autre exemple du système en action, si je vous demande de trouver la lettre Q parmi l'ensemble de ces lettres, je pense que vous l'avez vu tout de suite. Si je vous demande de trouver la lettre F, j'ai déjà des oui assez rapides. Pour trouver la lettre F, votre cerveau va devoir basculer du système 1 automatique qui a trouvé très facilement la lettre Q à la lettre F. Elle est par ici, elle est où? Elle est là. Voilà. Ça, c'est un premier enseignement qui fait qu'en fait, on prend plein de décisions sans même forcément en avoir conscience, et dans une logique de mode autopilote. Un autre enseignement de l'économie comportementale, c'est que nous ne sommes pas des homo economicus rationnels maximisateurs d'utilité. Quand j'étais sur les bancs de la fac, c'est ce qu'on m'a expliqué. J'ai fait une fac en éco, on m'a dit « L'agent économique est un homo economicus rationnel maximisateur d'utilité sous contrainte budgétaire qui prend ses décisions dans un environnement parfaitement connu, il a toute l'information pour décider et il est capable de traiter toute cette information. » Moi, j'ai eu un petit malaise et je me suis dit « Tiens, c'est marrant, je n'ai pas l'impression de prendre l'ensemble de mes décisions, même économiques, de cette manière-là. » En fait, il y a énormément d'émotions, il y a un contexte physique qui va venir jouer, il y a un environnement, il y a des habitudes qui vont complètement influencer nos décisions et on en a eu un florilège avec les speakers de tout à l'heure. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est que tout cela est une science. Tout cela n'est pas aléatoire. Et en fait, quand on va bien comprendre ce qu'il y a derrière les décisions et qui est irrationnel, cette irrationalité n'est pas illogique. Comme elle n'est pas illogique et qu'elle est prévisible et qu'elle va se répéter, eh bien, une fois qu'on a compris l'ensemble de ces mécanismes, on va pouvoir commencer à les activer pour effectivement changer les comportements et aider les gens à atteindre leurs propres objectifs. Ça, c'est la logique du nudge. Petit exemple d'irrationalité, vous avez dans une université un pot à café, enfin une machine à café, et vous prenez le café, vous faites un café, et quand il n'y a plus de café, il faut aller en racheter. Donc pour ça, on a une petite cagnotte. Donc chacun va mettre un petit peu d'argent dans la cagnotte à dons, et une fois qu'il n'y a plus de café, on va utiliser la cagnotte à dons pour racheter du café pour la collectivité. Quand vous allez prendre un café avec des collègues, qu'est-ce que vous faites en règle générale? Vous mettez de l'argent dans la cagnotte, parce que les autres vous regardent. Voir si vous êtes sympa, vous invitez vos collègues. Quand il n'y a personne dans la salle des profs, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? Vous pouvez oublier de mettre les 20 centimes dans la petite cagnotte à dents pour participer. C'est juste un oubli. Alors, pour essayer de pallier à cet oubli, qu'est-ce qui a été fait? Une semaine sur deux, au-dessus de la machine à café, on a mis une affiche avec des yeux qui rappellent le regard de l'autre et la norme sociale. Vous avez compris ce qui va se passer, hein? Une semaine sur deux, on met une affiche avec des fleurs, qui n'a rien à voir avec rien, mais ça permet d'avoir une situation de contrôle où on a à chaque fois une affiche au-dessus de la machine à café. À vos rires, j'ai compris que vous aviez largement compris que les dons seraient plus élevés la semaine où il y a les yeux. Est-ce que vous avez une idée, en moyenne, de combien ils sont plus élevés la semaine où il y a les yeux, les dons? On multiplie par 3 les dons. 300% de dons en plus la semaine où il y a les yeux que la semaine où il y a les fleurs. Autre logique d'irrationalité, vous avez ici des poubelles. La poubelle bleue, c'est la poubelle de tri. La poubelle verte, c'est la poubelle normale. Implicitement, sur l'image de gauche, qu'est-ce que ça dit? Ça dit « mets beaucoup de choses dans la poubelle normale et trie un petit peu ». Si vous passez sur la poubelle de droite, qu'est-ce que ça dit? Ça dit « trie beaucoup et mets un petit peu de choses dans la poubelle normale ». Le résultat, c'est qu'en changeant juste ces containers, vous avez une hausse de 85% du volume de tri. On était dans le goût et dans l'hôtellerie et dans la restauration tout à l'heure. Est-ce que vous savez quelle est la quantité recommandée pour le petit déjeuner quand vous prenez des céréales? 30 grammes, exactement. Est-ce que vous avez déjà mis 30 grammes de céréales dans un bol? C'est tout petit, c'est déprimant. Chez moi, j'ai changé les bols. J'ai pris des tout petits bols pour les céréales. Le résultat, c'est que j'arrive effectivement, du coup, à prendre 30 grammes. J'ai encore quelques efforts à perdre pour perdre du poids, mais la taille
du bol, la taille du conteneur, va complètement conditionner ce que je vais mettre à l'intérieur du bol et ce que je vais mettre à l'intérieur de l'assiette. Et ça va même plus loin. Si vous avez la même quantité de nourriture dans une assiette qui est grande ou qui est petite, vous aurez en tant que consommateur une impression de satiété beaucoup plus forte quand vous aurez mangé cette même quantité de nourriture dans une assiette petite. Parce que le contenant vous indique ce qu'il faut. Alors en gros, les nudges, ça va s'appuyer sur énormément de forces implicites, vous en avez vu quelques-unes avec les intervenants d'avant, qui vont aller au-delà d'une logique de rationalité et qui vont venir être utilisées en complément de logiques d'information ou de persuasion. Vous avez ici les logiques principales, le mode automatique, le système 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure, toutes les logiques d'irrationalité, je viens de vous présenter les normes sociales, je viens de vous présenter une logique d'ancrage avec la taille des poubelles, avec la taille des assiettes, évidemment les émotions, mais ça, vous êtes bien au courant. La force du contexte et de l'environnement est majeure. On parlait restauration encore tout à l'heure, il y a des expérimentations qui ont été faites en sciences comportementales où pendant 1 mois, on avait un restaurant qui était habillé, décoré avec un décor de terroir. Et pendant 1 mois, ce même restaurant avec la même carte était décoré avec un décor breton. La commande de poissons augmente très significativement quand vous êtes dans un décor breton plutôt que quand vous êtes dans un décor terroir. Voilà. Et puis les autres, le regard social et la norme, l'image que vous avez envie de renvoyer de vous, va énormément influencer les décisions que vous allez prendre. Si ce que je viens de vous raconter vous a intéressé, je vous donne rendez-vous de 14h à 15h06, et c'est très important, on m'a dit, c'est 14h, 15h06 en salle C4, et je développerai avec vous plein d'exemples de nudge. Vous voyez qu'il y a des histoires d'architecture, puisqu'on travaille effectivement avec des architectes. Il y a des histoires de transport, puisqu'on vient de travailler avec Keolis. Il y a des histoires de digital, il y a des histoires de propreté, et il y a encore des histoires de toilettes, puisqu'on a eu la chance de travailler avec Orly sur la propreté dans leurs toilettes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Au revoir.